Bonjour à tout le monde. Comme Ouaha l'a dit, je suis juriste de formation, membre de l'Association des juristes sénégalaises, où je suis le chargé de programme et de communication. Je suis aussi coordonnatrice de la boutique de droit de l'AGS, qui est au niveau de la banlieue. Je suis féministe, activiste, comme Zainab aime me le rappeler, activiste. Actuellement, je travaille pour une ONG américaine qui s'appelle Planned Parenthood Global, qui est dans la santé de la reproduction des femmes. Je suis le chargé de programme plaidoyer au Sénégal. Donc, l'autre casquette qui me tient trop à cœur, c'est la casquette de coordonnatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal. Donc, j'ai coordonné ce comité pendant 8 ans, de 2013 à 2021. Donc, tout à l'heure, Ouaha se posait la question à savoir, est-ce qu'on aura une réponse par rapport à ce que Maram vient de dire? Peut-être que moi, je n'ai pas la réponse. Zainab, docteur Zainab, sûrement aura la réponse, mais moi, je vais faire des constats. Je vais faire des constats par rapport au vécu que j'ai eu au niveau des boutiques de droit en tant que coordonnatrice de cette boutique, qui a eu à recevoir beaucoup de femmes victimes de violences, beaucoup de femmes qui ont eu des problèmes dans leur ménage, beaucoup de femmes en tout cas, qui demandaient à ce que les lois en vigueur soient revues pour permettre une égalité entre hommes et femmes. Le constat, c'est que au niveau des boutiques de droit, moi, quand je regarde les femmes venir nous exposer leurs problèmes, quand je regarde les femmes demander des solutions et que nous, peut-être qu'on n'a pas, parce qu'il y a des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes dans le code de la famille, et que ces dispositions, à mon avis, c'est juste un droit de nuire en premier lieu aux femmes et aux enfants. Pour moi, c'est la description résumée la plus conforme aux diverses expériences vécues par les femmes qui réclament le secours de la loi. La loi, c'est pour aider. La loi, c'est pour apporter un secours à quelqu'un qui est dans une situation peut-être de faiblesse. Donc, c'est ce même droit-là qui est dissimulé dans le droit que nous, juristes, militantes, activistes, on est confrontés tous les jours quand nous accompagnons les requérantes. Quand je parle de requérantes, ce sont les femmes qui viennent nous voir. Donc, pour ces femmes et les enfants, le patriarcat est de façon concrète un ensemble de lois pour les empêcher de vivre et les priver du secours de la loi. Ça, c'est mon constat à moi que j'ai fait au niveau des boutiques de droit par rapport à l'assistance que j'apportais aux femmes qui venaient nous solliciter. Donc, beaucoup me diront que le patriarcat n'a pas commencé avec le droit, effectivement, mais il faut dire que c'est le droit qui l'a consolidé. Ça, il faut le reconnaître. Depuis 1972, l'année où on a eu notre code de la famille codifié, nous vivons au niveau de ce code de la famille, nous sommes confrontés à des dispositions discriminatoires, voire même des dispositions, je dirais, ségrégatives à l'endroit des femmes. Pourtant, ceux qui font les lois et ceux qui les appliquent savent non seulement que l'égalité est un fondement. L'égalité, c'est un fondement, c'est un principe. Rappelez les missions des boutiques de droit. Les boutiques de droit, c'est des centres de conseil, d'assistance, d'orientation, d'accompagnement aux populations qui souhaiteraient saisir la justice ou bien avoir des conseils. Donc, avec l'Association des juristes sénégalaises, nous avons actuellement 8 boutiques de droit. On offre nos services gratuitement. C'est des conseils, c'est des orientations, c'est une assistance judiciaire, c'est une assistance psychosociale que nous faisons au niveau des boutiques de droit. Donc, je disais tout à l'heure, ceux qui font les lois et ceux qui les appliquent savent non seulement que l'égalité est un fondement, c'est un principe du droit. Ça, nous autres juristes, on sait que ça fait partie des grands principes du droit. Mais que la famille aussi établit l'égalité homme-femme de façon solide et durable. Donc le droit consacre ce que la famille cultive.
à savoir la hiérarchie des sexes, l'infériorisation, la subordination et l'assevérissement des femmes. Ça, c'est des constats que moi-même j'ai eu à faire dans le cadre de mes activités d'assistance aux femmes. Donc, dans le Code de la famille, il y a des dispositions qui sont discriminatoires. Je prends l'exemple de l'article 111 du Code de la famille, qui parle de sexe et âge du mariage. 18 ans, c'est l'âge légal du mariage chez le garçon et 16 ans chez la fille. Ça, on sent nettement la discrimination. Pour le garçon, c'est 18 ans. Pour la fille, c'est 16 ans. Alors que l'enfant, civilement, c'est de 0 à 18 ans. Donc, on suppose que le garçon, on lui permet de vivre son enfance de 0 à 18 ans. Mais la fille peut se marier à 16 ans. Là, on interrompt carrément la période d'enfance, pourtant qui est consacrée par toutes les conventions sur les droits de l'enfant que le Sénégal a eu à ratifier. Et là, je rappelle aussi l'importance de la ratification. Quand un État ratifie, c'est l'Assemblée nationale qui l'autorise à aller ratifier un protocole ou bien une convention. Et l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. C'est le peuple, on suppose que c'est le peuple qui demande à l'État sénégalais d'aller ratifier ces différentes conventions. Malheureusement, l'État ratifie et viole ce qu'il a eu à ratifier. Et notre constitution est très claire. L'article 98 nous dit que toutes les conventions dûment ratifiées ont une valeur supérieure sur les lois nationales. Quand l'État ratifie, il est dans l'obligation d'harmoniser cette convention avec sa législation nationale. Mais à chaque fois, on nous dit oui, il y a des réalités socio-culturelles qui font qu'on ratifie, mais on n'applique pas. Alors qu'on a l'habitude de ratifier sans aucune réserve. Pourtant, nous pouvons ratifier avec des réserves. Bon, on ratifie sans réserve, mais quand il s'agit d'appliquer, on nous dit oui, il y a les réalités socio-culturelles, alors que cet État même est en train de violer sa constitution, qui est la charte suprême d'une nation. Donc pour la fille, c'est 16 ans, avec une possibilité de la donner en mariage, même avant 16 ans. Et là, on nous dit que s'il y a des motifs graves, et les motifs graves, c'est le président du tribunal d'instance qui peut proclamer ces mesures graves. En tout cas, moi, chaque fois, je me dis, est-ce que le président du tribunal peut statuer, en tout cas, peut mieux statuer sur la situation d'un enfant que son père ou bien sa maman peut-être. Mais bon, on donne ce pouvoir au président du tribunal d'instance qui peut autoriser le mariage de cette fille avant même 16 ans. Il y a un autre article, c'est l'article 152 qui est intitulé « Puissance maritale ». L'article désigne le mari comme chef de famille. C'est là-bas, puissance maritale. Donc, oui, puissance maritale, c'est comme ça qu'est intitulé l'article 152 du Code de la famille. Et l'article désigne le mari comme chef de famille. Zainab, la dernière fois, il y a une enseignante qui nous disait qu'elle n'a jamais entendu dire que un enseignant, je ne sais pas comment ils appellent ça, ce terme, doit rejoindre sa conjointe. Un enseignant qui rejoint sa conjointe. Alors que tout le temps, on parle d'enseignante qui rejoint son conjoint. Et je disais que ça, c'est la conséquence de l'article 152 et de l'article 153 qui fixe la résidence conjugale. Donc, pour l'article 152, on parle de puissance maritale, l'homme est le chef de famille. Pour l'article 153, sur la résidence conjugale, on nous dit que le mari seul choisit la résidence du ménage et la femme est tenue d'y habiter, sauf autorisation du juge. Sauf autorisation du juge. Et là, pour une dérogation à ce principe-là, il faut que la femme prouve que le fait d'habiter dans la résidence conjugale peut constituer un danger pour elle. Sinon, elle est obligée de suivre son mari dans la résidence conjugale qu'il aurait choisi parce que c'est un pouvoir, en tout cas exclusivement réservé à l'homme. Il y a aussi une autre disposition, c'est l'article 166 du Code de la famille qui parle des causes de divorce du mariage parce que c'est bien réglementé. Je vais lire un peu les causes pour après vous faire la proposition qui a été faite par rapport à cet article 166. Que dit l'article 166? Il énumère les causes du divorce. Le divorce peut être prononcé pour absence déclarée de l'un des époux, pour adultère de
l'un des époux, pour condamnation de l'un des époux à une peine infamante, pour défaut d'entretien de la femme par le mari, pour refus de l'un des époux d'exécuter les engagements pris en vue de la conclusion du mariage, pour abandon de la famille ou du domicile conjugal, pour mauvais traitement, excès, sévices ou injures graves, rendant l'existence en commun impossible, pour stérilité définitive médicalement établie, pour maladie grave et incurable de l'un des époux, découverte pendant le mariage pour incompatibilité d'humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Donc pour cet article 166 qui énumère les causes, il n'y a pas une cause exclusivement réservée à la violence. Et ça, c'est un problème. Je m'explique. Au niveau des boutiques de droit, moi j'ai eu à assister une femme qui a été victime de violence, qui était battue tout le temps par son mari. À un moment donné, elle ne pouvait plus, elle a quitté le domicile conjugal. Alors que juridiquement, elle ne pouvait pas le faire sans avoir l'autorisation de quitter le domicile conjugal. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le choix appartient exclusivement au mari et la femme est tenue d'y habiter. Mais les violences ont fait qu'elle ne pouvait pas rester dans le domicile conjugal. Je me rappelle quand elle quittait, elle est sortie toute nue parce qu'on l'a battue. Et quand elle est partie, son mari a porté plainte pour abandon. Pour abandon de famille. Pour abandon de famille, c'est un délit. Quand le mari a porté plainte, la femme a été condamnée, je pense, à 2 mois d'emprisonnement et a payé 100 000 francs au mari comme dommage et intérêt. Mais elle ne connaissait pas l'ampleur de cette situation-là. Elle n'a rien fait. Et la décision, on pouvait faire appel, mais elle a dépassé le délai d'appel. Elle est venue nous voir. Nous, dans notre tête, on se disait, non, le mari ne va pas poursuivre la procédure judiciaire quand même pour la faire emprisonner. Parce que si elle ne s'exécutait pas, elle pouvait être condamnée, comment on appelle ça? La contrainte par corps. Si elle ne payait pas, elle pouvait être emprisonnée. Mais on se disait que le mari n'irait pas jusque-là, quoi. Donc, elle est partie. Le mari a continué la procédure. On était obligé de payer pour la femme, sinon elle allait faire la prison. Parce qu'il y avait une décision qui l'obligeait à subir la contrainte par corps. Donc, on a payé non seulement les 100 000, mais tous les frais d'huissier relatifs au dossier, parce que c'est elle qui était condamnée. Donc, c'était à ses dépens. On a dû payer 596 000 pour éviter qu'elle n'aille en prison. Alors qu'elle a subi des violences, elle était obligée de quitter le domicile conjugal, mais on l'a poursuivie pour abandon de famille et elle a été condamnée. L'autre disposition, c'est par rapport au défaut d'entretien de la femme par le mari. Comme l'homme est le chef de famille, c'est lui qui a l'obligation d'entretenir sa femme. Mais au niveau du comité, on a demandé à ce que la femme fait dans le domicile conjugal soit évalué. Quand on parle d'entretien, on pense à l'argent. Mais la femme qui se lève le matin, qui fait toutes les charges du ménage, ce qu'elle est en train de faire n'est pas évalué. Ce qui fait que l'entretien revient exclusivement à l'homme. C'est ça qui est évalué parce qu'on l'évalue en argent. Alors que la femme fait autre chose beaucoup plus importante que ce que l'homme est en train de faire. C'est une disposition qui doit être revue. L'autre disposition, c'est l'article 375 qui parle des charges du ménage. Dans son alinéa 2, on dit que ces charges pèsent à titre principal sur le mari. Ces charges pèsent à titre principal sur le mari. Ce qui fait que toutes les autres charges qui ne sont... Parce que quand on parle de charges ici dans le code de la famille, tu as l'impression que c'est seulement pécuniaire. C'est seulement pécuniaire. Je vais revenir sur les propositions de modification de cet article. On a aussi l'article 381, preuve de la propriété des biens. Dans le ménage, chacun peut avoir des biens. Comment prouver la propriété de ces biens? L'alinéa 3 de cet article actuellement nous dit: il attribue au mari la propriété des biens qui meublent sa principale habitation. La principale attribue au mari
la propriété des biens qui meublent sa principale habitation. Ce qui fait que souvent, la femme contribue à cet ameublement-là dont on parle. Mais quand il y a divorce, elle risque, ou bien quand il y a problème, elle risque de ne pas récupérer ou bien en tout cas réclamer ce qui lui est dû parce que la preuve n'est pas libre. Pour prouver ça, je vais vous lire un peu ce que dit la disposition, l'article 381, qui dit que, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver qu'il a la propriété d'un bien par tout moyen sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés. Cependant, d'après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne sont présumés appartenir à l'un ou l'autre des époux. Par exemple, dans la chambre, on suppose que les meubles qui sont dans la chambre appartiennent à la femme. Mais peut-être dans la maison, le frigo, le salon, on suppose que ça appartient à l'homme. Je regarde Mara, je ne peux pas m'empêcher de rire. Les meubles meublants de la principale habitation du mari, sont présumés lui appartenir. Sont réputés appartenir à chaque épouse les meubles meublants trouvés dans la demeure qui lui a été fixée par le mari hors de la principale habitation de celui-ci. La preuve contraire à ces présomptions se fait par tout moyen propre à établir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi désigne. Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint suivant les règles propres au donateur. Donc c'est ça la disposition actuelle. Donc je vais terminer. Ça c'est les dispositions actuelles, les dispositions discriminatoires actuelles. Il y a eu des propositions de modification. Je vais revenir sur ces propositions. Donc à part l'article 381, on a 196 qui parle de la recherche de paternité. Ça je pense que je ne vais pas revenir sur ça. L'article 211, 215, 216, 217, 218 qui consacre le principe d'interdiction de la recherche de paternité. Et enfin, l'article 277 qui parle des enfants légitimes. Donc ça, ce sont les dispositions discriminatoires au niveau du Code de la famille. Maintenant, il y a eu en tout cas des évolutions parce que la société civile a porté ce plaidoyer jusqu'à ce que un projet du ministère de la Femme, le PASNEC, a eu à mettre en place sous l'égide du ministère de la Justice, je pense que c'était du temps de Sidi Kaba, qui avait sorti un arrêté pour installer un comité technique de révision des dispositions législatives et réglementaires discriminatoires à l'égard des femmes. C'est par arrêté numéro 00936 du 27 janvier 2016 du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc le comité était composé par 7 hommes et 6 femmes. 7 hommes et 6 femmes. Donc, il y avait le directeur des droits humains du ministère, M. Moustapha Sey, il y avait Mme Absawad Ngom, directrice de l'équité et de l'égalité de genre au niveau du ministère. Il y avait Koumba Thiam Ngom, qui était la directrice de la famille. Il y avait M. Abdoulaye Ba, magistrat adjoint au directeur des affaires criminelles. M. Samba Yoro Diop, magistrat adjoint aux affaires criminelles. Mme Gour Diouf, qui est actuellement le secrétaire général du ministère de la Femme. Il y avait aussi Julien Gandour, magistrat, qui était au niveau du ministère de la Justice. Il y avait M. Hassan Dramé, magistrat, qui était le secrétaire général du Comité sénégalais des droits de l'homme. Mme Fatoumata Gueye Ndiaye, qui était la présidente de l'AGS en ce temps-là. Dr Seynabou Badjahate, conseiller technique, ministère de la Santé. M. Ousmane Ka, du PASNEC. Mme Djeynaba Silla, cellule genre, ministère, Fatou Kiné Kamara. Donc, il y avait 7 hommes, 6 femmes, et la société civile n'était représentée que par l'AGS. L'AGS était la seule organisation qui était dans ce comité. Donc, le comité avait pour mission d'étudier et de proposer la révision et l'harmonisation des lois et règlements nationaux avec les conventions internationales ratifiées pour une jouissance équitable par les femmes de tous leurs droits. Maintenant, je viens aux propositions du comité. Par exemple, pour l'article 111, où on parle de l'âge légal de la fille à 16 ans et du garçon à 18 ans, le comité a demandé à ce qu'on aligne l'âge légal du mariage de la fille à 18 ans, comme chez le garçon. C'est ça la proposition du comité. Pour l'article 152,
qui consacre la puissance maritale. Le comité a dit, le comité a demandé de changer l'intitulé même de l'article. Au lieu de parler de puissance maritale, de parler de l'administration de la famille et de dire tout simplement que le mari a la responsabilité de la famille. Là aussi, la société civile n'était pas d'accord, mais quand dans le comité, apparemment, tous les hommes étaient contre, étaient pour ce changement-là. Et après que le comité a eu à faire son travail, on a partagé ces propositions avec les femmes parlementaires, avec le Parlement là. Mais bon, je n'ose pas dire que c'était la catastrophe, mais il y avait une réticence de la part de ces femmes-là qui nous disaient « Ah, ñun de ñun góor mooy suñu kilifa. Amul administration, amul coordination, amul dara. Góor mooy suñu kilifa. » Donc ça aussi, c'est un problème. Hein. On veut changer peut-être la situation des femmes, mais c'est les femmes en premier lieu qui s'opposent à ce changement-là. Donc, ce qui fait qu'on a maintenu cette administration-là de la famille pour dire que, oui, maintenant, l'homme est l'administrateur de la famille. Mais là aussi, il y a un alinéa qui dit que il fait cette administration-là avec la femme. Ça, vraiment, après, on a ajouté cet alinéa-là, mais on parle de l'administration de la famille. Pour la résidence conjugale, le comité a proposé de changer l'intitulé de résidence conjugale à domicile conjugal et laisser le choix aux deux époux. Et quand ils ne tombent pas d'accord, peut-être donner la possibilité au juge de trancher, mais que le choix se fasse par les deux époux. Par les deux époux. Parce que là aussi, souvent, le problème qui se pose quand on célèbre le mariage, peut-être qu'on n'a pas encore discuté de ce choix-là. Et moi, je me dis, peut-être que le consentement de la femme n'est pas libre et éclairé. Est-ce que si elle savait que peut-être elle allait résider à Tamba, à Kolda, est-ce qu'elle allait accepter d'être dans le mariage? Là aussi, c'est un problème. Je cite ces villes-là par simple, voilà, pour donner juste des exemples, mais c'est juste pour vous dire que au moment du mariage, ces choix-là ne sont pas discutés peut-être et le mariage est célébré. Est-ce que si la femme était consciente de la résidence conjugale où elle allait habiter, est-ce qu'elle allait accepter aussi? Mais bon, ils ont demandé à ce que vraiment le choix se fasse par les deux époux. Quand il y a problème, que le juge tranche pour dire que oui, fille mon est que le domicile conjugal. Pour l'article 66, là aussi, pour défaut d'entretien de l'un des... On parlait du défaut d'entretien de la femme par le mari. Le comité a demandé à ce qu'on ajoute un alinéa où on parle pour du défaut d'entretien de l'un des époux. Défaut d'entretien de l'un des époux. Je disais tout à l'heure qu'on n'estime pas, on n'évalue pas la contribution de la femme. Parce que quand on parle d'entretien, on pense seulement à l'aspect pécuniaire. Ce qui fait que pour notre législateur, c'est seulement l'homme qui a l'obligation d'entretenir la femme. Avec le comité, on a proposé à ce que cet entretien-là revienne aussi bien à l'homme, à la femme. Mais ça a aussi des conséquences. Oui, ça a aussi des conséquences. Voilà. Donc, pour l'article 375, oui, merci Warha. Pour l'article 375, charge du ménage, là aussi le comité a demandé à ce qu'on supprime l'alinéa 2 de l'article 375 du Code de la famille. Là, on parlait de ces charges qui pèsent à titre principal sur le mari. Que ces charges ne pèsent plus à titre principal sur le mari. Pour l'article 381, la preuve de la propriété des biens. Là, le comité a proposé à ce que qu'on prouve la propriété de ces biens par tout moyen. Parce que souvent, les femmes investissent, mais elles n'ont pas les factures. Souvent, on leur demande des factures. Moi, pas plus tard que, je pense, au mois de janvier, il y a une dame qui m'a saisie parce qu'elle a eu à contribuer à la construction de la maison de son mari à hauteur de 27 millions. Mais elle n'arrivait pas à prouver ça. Elle n'arrivait pas à prouver ça. Donc, le comité a proposé que la preuve se fasse par tout moyen. Donc là, je vais terminer par l'article 196 du Code de la famille, la recherche de paternité.
le comité propose de modifier l'article 196 pour autoriser la recherche de paternité et abroger, c'est-à-dire supprimer les articles 211, 215, 216, 217 et 218. Donc ça, ce sont les propositions que le comité a eu à faire. Mais c'est des propositions qui ne sont pas connues par tout le monde. C'est peut-être seulement les juristes, en tout cas qui sont dans les organisations comme l'AJS, qui connaissent l'existence de ces propositions. C'est aussi peut-être les parlementaires d'autres institutions étatiques. Et là aussi, je rappelle que le comité avait pour mission de faire ces propositions et de les donner au président de la République. Depuis 2018, ces propositions ont été transmises au président de la République qui doit donner suite à ce qu'on doit faire de ces propositions. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour adopter ces propositions faites par ce comité de révision qui a été installé à la suite du plaidoyer des organisations de la société civile. Je me rappelle, on revenait de Genève en 2015, c'est en 2016, 3 mois après que le garde des Sceaux a mis en place ce comité. Donc, la société civile y a joué un grand rôle. Mais quand il fallait mettre en place ce comité, il n'y avait qu'une seule organisation de la société civile qui était membre de ce comité. Les autres n'ont pas été associés, mais le travail du comité aussi est entre les mains du président de la République qui va dire ce qu'il va faire de ces propositions de modification. Et pour moi, c'est l'occasion de faire des actions de plaidoyer, des actions de lobbying pour pousser le président quand même à aller vers les réformes. C'est important qu'on essaie de réformer nos lois, nos dispositions, surtout quand ils sont contraires aux conventions internationales signées et ratifiées. Donc la balle est dans notre camp. Il faut porter le plaidoyer, il faut faire des actions de lobbying vraiment pour changer ces lois discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Merci.